Bienvenue au QT Podcast. Cette émission est un espace où les professionnels queer de la tech, entrepreneurs et leaders se réunissent pour partager leur expérience, défis et réussites. Car les innovateurs et innovatrices queer méritent d'être entendus. Et pour la première fois, ce podcast est disponible en français. Je suis votre animateur Naoufel Testaouni, j'utilise les pronoms il, elle et je suis le directeur général et cofondateur de QueerTech. Dans cette saison, soutenue par le Fonds des médias du Canada, nous vous proposons des conversations avec des fondateurs et fondatrices, dirigeants et dirigeantes, experts et expertes qui redéfinissent l'industrie et ce qui signifie être queer dans la tech. Des jeunes pousses révolutionnaires au rôle des dirigeants les plus élevés au sein de ces compagnies. Ces discussions exploreront comme notre communauté façonne l'avenir de la technologie et pourquoi cela compte. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du QT Podcast où l'on explore les parcours inspirants de professionnels queer dans la tech. Aujourd'hui, on s'entretient avec Rachel Jean-Pierre. En 2019, Rachel Jean-Pierre est récipiendaire de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec pour son dévouement à la place des femmes et les groupes marginalisés dans le domaine des technologies. Cette même année, elle s'est méritée une place sur la liste des 80 femmes canadiennes du secteur technologique à suivre et a été désignée championne de la diversité au Montréal Startup Community Awards. Ayant œuvré en marketing numérique, elle a constaté un manque de représentation dans l'industrie technologique. En réponse à cette réalité, elle est devenue une social entrepreneur en série en fondant et soutenant des OBNL dont la mission est d'augmenter la visibilité des femmes dans l'industrie technologique. Reconnue pour le succès de ses initiatives, elle intervient en tant que conférencière sur l'inclusion au Canada et à l'international. Aujourd'hui, elle poursuit son engagement tout en occupant un poste de chef d'équipe en stratégie de marketing numérique chez Accenture, où elle accompagne les entreprises du Fortune 1000 dans leur transformation numérique et l'optimisation de leurs clients. Rachel, bonjour. Bienvenue au podcast. Bonjour Naoufel, merci de me recevoir. Oui, ça fait longtemps, hein? Je suis content qu'on ait ici aujourd'hui partager ton expérience. Je sais que tu as passé déjà dans plusieurs événements de QueerTech dans le passé, mais ça fait plaisir de te voir dans le podcast. Tout le plaisir est pour moi, Naoufel. Tout le plaisir est pour moi. Alors, avant qu'on commence avec nos questions d'aujourd'hui, on a toujours une question de fan pour nos auditeurs. Tu sais, souvent, on demande aux gens c'est quoi leur GIF, mais toi, tu préfères une scène de film ou série. Décris-nous un peu ton travail en une scène de film ou de série. C'est lequel et pourquoi? Ben oui, alors oui, la scène de film, si j'avais à décrire mon travail en marketing numérique, j'avoue que ce serait la scène dans Le diable s'habille en Prada, so The Devil Wears Prada. C'est c'est un peu dramatique, mais je m'identifie beaucoup à ça où, tu sais, tout le monde s'active à la vitesse de l'éclair dès que Miranda, elle arrive. Puis j'aime beaucoup le rôle de Meryl Streep qui rentre, puis le gros stress, puis elle rentre dans les bureaux, puis c'est beaucoup de drama, beaucoup d'attitude, parce que dans mon travail de tous les jours, des fois, ce qui se passe, c'est que on gère des campagnes, puis on travaille avec plusieurs équipes, alors interdisciplinaires, transdisciplinaires, des fois avec des compagnies différentes, des fois avec d'autres agences, puis tout va rapidement, puis il faut être absolument, je dirais, il faut être ultra réactif, mais en même temps, il faut garder son sang-froid. Je veux dire, on voit absolument pas le gros drame qui se passe en arrière de ça. Puis il faut qu'on anticipe, il faut qu'on analyse, il faut qu'on ajuste les campagnes, puis tout ça le faire avec un peu de style, un peu de flair, puis avoir quand même l'air relax. Tu sais. Puis tout ça, c'est comme intense, c'est exigeant, mais c'est extrêmement stimulant. Puis je dirais que quand tout s'aligne, on a oublié tout ça, puis c'est gratifiant, puis on oublie tout cette espèce de drame-là. C'est une scène qui est très connue par plusieurs de nos auditeurs. C'est un film qui est adoré et très connu dans la communauté. Puis j'ai regardé plusieurs fois. Mais oui. J'imaginais la scène déjà, puis je rigole parce que je sais exactement de quoi tu parles. Avant de rentrer un peu, j'ai fait une petite introduction de toi, de ton parcours, toujours impressionné par tout le travail que tu fais pour la communauté. Mais parle-nous un peu de toi, de ton rôle à Accenture, puis qu'est-ce que ça implique en tous les jours.
Absolument. Alors, je me permets de donner un peu de contexte parce que les gens me demandent souvent par rapport au travail social. Alors, j'ai quitté le travail social. La raison pour laquelle je l'ai quitté, c'était à cause de la misère sociale qui commençait à devenir lourd. Mais il faut aussi comprendre que c'était un contexte de... Je travaillais dans un contexte de travail en région éloignée, ce qui veut dire que j'avais quelques amis que je m'étais fait, mais j'avais pas ma famille, j'avais pas mon réseau habituel. Alors, c'est dans ce contexte-là, pour donner tout le respect que je dois donner au travail social qu'ils font en ville, ce qui est important, c'est d'avoir un réseau solide pour pouvoir comme déconnecter. Alors, moi, j'avais envie de travailler dans un autre domaine à ce moment-là, puis j'avais envie d'essayer autre chose. Je me suis rendu compte en fait que les avenues qui se présentaient à moi, c'est pas nécessairement ce que je voulais faire, puis je me sentais un peu comme prise, puis j'ai tout fait. Alors, à ce moment-là, j'étais entourée en ville de personnes qui travaillaient dans le domaine des technologies. Ça faisait longtemps qu'ils me disaient, ah, tu sais, tu devrais pivoter ta carrière. On aurait besoin de gens avec des habilités comme toi, des power skills qu'on appelle maintenant, les soft skills, ou qui sont devenus des power skills au niveau de la communication, au niveau du savoir-être, au niveau du savoir-dire. Puis, ben, en tout cas, je me suis dit, bon, peut-être que je devrais explorer ça. Puis c'est drôle parce que qu'est-ce que je faisais au quotidien en intervention sociale? C'était créer des espaces sécuritaires, recevoir des gens en situation de crise, analyser rapidement leurs forces et leurs faiblesses pour pouvoir intervenir sur leurs forces ou plutôt porter ou mettre de l'avant leurs forces pour pouvoir les aider à passer à travers ce qui est quand même assez difficile, ce qu'ils vivent, la crise en fait. Alors c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Puis ça, c'était comme la norme. Euh, puis c'est la base en fait du travail social. Puis quand j'ai transitionné tranquillement dans le domaine des technologies, je me suis rendu compte qu'il y a deux choses en fait que j'ai vues. C'est la première chose, c'est que j'étais entourée de beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes de différents âges, mais qui avaient, étant donné que moi je suis une femme noire, lesbienne, puis qui est quand même assez extravertie, mais je devais comme les éduquer sur différents trucs. Puis ça, c'est quel que soit leur âge, quel que soit leur background, leur culture et quoi que ce soit. La deuxième chose que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait beaucoup plus de ressources financières dans le milieu des technologies qu'il y en avait dans le domaine social. Alors, à ce moment-là, tu sais, quand tu me poses la question, comment est-ce que tu t'es retrouvé là-dedans? Mais de un, oui, je voulais faire le travail en marketing numérique, je codais un peu, mais en même temps, j'ai vu une belle opportunité de pouvoir intervenir dans un contexte parce que les gens n'étaient pas nécessairement de mauvaise foi, mais c'est juste qu'il y avait besoin d'un peu d'éducation en lien avec l'inclusion. Ouais. Alors, c'est là, quelque part, que je me suis retrouvée au croisement de tout ça. Puis, ça a pas touché nécessairement exactement le travail que je fais chez Accenture, puis on va pouvoir en parler plus tard, mais ça a fait en sorte que j'ai pu mener des vies quand même en parallèle pendant un bon moment, puis éventuellement, tu sais, l'intégrer dans ma job de 9 à 5, en fait. Absolument. Puis, tu sais, le tech, depuis très longtemps et jusqu'à aujourd'hui, on le voit encore, est toujours centré. Tu sais, on a toujours cette majorité d'hommes blancs et hétérosexuels qui dominent l'industrie. Mais l'industrie est Mhm. aussi très dominée, tu sais, centrée sur les rôles d'ingénierie et axée sur le produit. Comment tu vois un peu, tu sais, la stratégie créative qui est aussi essentielle un peu au sein de ces startups-là ou des compagnies tech où on travaille. Tu sais, autant que gestionnaire en marketing numérique, comment as-tu su créer de l'espace pour la pensée créative dans un milieu qui privilégie un peu souvent la logique, la rapidité et l'échelle? Comment tu as pu naviguer tout ça? Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que dans cet univers-là, on valorise en premier, puis ça, je me suis rendu compte, c'est comme si j'avais comme effacé toute ma personnalité extravertie pour pouvoir mettre l'emphase et me concentrer sur les données, l'automatisation, comme tu dis, puis la performance. Puis c'est sûr que c'est important, puis c'est la base de ce qu'on fait. Puis je veux dire, tu peux pas ne pas rapporter sur la performance. Mais pour se démarquer, ce que je me suis rendu compte, c'est puis pour se démarquer, pour créer quelque chose qui dure, puis ce qui résonne vraiment pour les gens, tu sais, il faut aller au-delà des tableaux de bord. Tu sais, il faut penser de façon créative. Souvent, c'est comme penser de façon créative pour pouvoir résoudre des problèmes ou sortir du bruit ou sortir de ce que tout le monde fait, en fait. Puis
tu sais, humaniser les campagnes de publicité numérique, on le voit de plus en plus. C'est comme quelqu'un qui sort une campagne, entre autres en marketing numérique, où est-ce qu'il y a comme, euh, il y a un voile de discrimination, un voile de racisme, de pas être sensible de façon culturelle, de pas être sensible culturellement parlant, je veux dire, ça passe plus. Alors, je pense que maintenant, il faut aborder les questions de représentativité, il faut les intégrer, puis souvent, c'est les personnes créatives qui le font, c'est les personnes créatives qui se démènent en arrière de ça, puis qui se disent, OK, comment est-ce qu'on peut intégrer des voix de personnes qui sont sous-représentées, faire de la place aux femmes, aux communautés qui sont marginalisées, parler avec respect, être authentique. Alors, ça, c'est définitivement, je te dirais pas juste les gens créatifs, mais les gens qui sont sensibilisés à ça. Mais moi, de mon expérience, je l'ai vu, on m'a donné le chapeau de créativité en premier, puis j'étais comme, hein, dans tout mon environnement, je suis une des personnes les moins créatives, mais je me suis rendu compte que non. Tu sais, créativité, ça peut dire aussi euh, l'utiliser comme un outil de justice sociale. Ça peut être Oui. comme questionner certaines campagnes numériques qui sont comme hyper problématiques, l'utilisation de certains codes culturels, l'utilisation de personnes de couleur, il faut faire attention, tu sais, tout ça. Fait que ça rentre un peu dans le chapeau de la créativité qu'on parle d'humaniser le message, représenter des voix qui sont différentes, puis intégrer la diversité. Absolument. Puis, tu sais, ce que j'entends aussi, tu sais, mon expérience, c'est que il y a un grand pouvoir qu'on a, tu sais, quand on opère dans le monde du marketing digital. Euh, Ça a été beaucoup démocratisé à travers toutes les plateformes qu'il y a eu, mais aussi cette représentation qu'on demande aux compagnies de créer, c'est parce que il y a une opportunité d'aller chercher plein de communautés. Puis je pense que cette représentation que tu parles, qu'on essaie d'être créatif, mais aussi créer une représentation dans le matériel qu'on va créer, dans le message qu'on va créer pour aller attirer d'autres audiences pour la compagnie, ce qui se traduit en profit en fin de compte. C'est aussi un aspect très important ici. Je Absolument. t'entends un peu, puis tu sais, c'est une grande discussion qu'on est en train d'avoir, mais il y a beaucoup de défis aussi par rapport au travail que tu fais dans la créativité et aussi des avantages. C'est une personne créative dans la tech aujourd'hui. Il y a le challenge de l'intelligence artificielle qui vient. Tu sais, il y a beaucoup de gens, de communautés avec qui je travaille, qui sont créatifs, il y en a qui sont inquiets, il y en a qui sont excités, right, par ça. So, si tu es en train de penser comment ton travail a changé un peu, tu sais, dans le marketing, dans la créativité, en pensant un peu à l'intelligence artificielle, mais aussi quel conseil tu aurais pour des personnes, tu sais, qui sont en train de nous écouter, qui sont dans ce domaine-là, puis qui veulent un peu performer dans cet espace de marketing numérique, créativité. Ouais, je comprends très bien la question, puis j'aime beaucoup cette question-là parce qu'en fait, c'est mon histoire. C'est littéralement mon histoire. C'est d'arriver dans un milieu qui est pas nécessairement le tien, puis de pas avoir toutes euh, les certifications, puis tout le pédigré, puis tu sais, d'avoir, de cocher les cases quand ça parle de genre baccalauréat en ci, maîtrise en ça, ou certificat en ci, ou DESS en ça. Fait que c'est comme définitivement, tu dis, c'est quoi le défi? En fait, c'est toute une opportunité parce que mon type de profil, on amène autre chose. On pose des questions qui sont différentes. Quand on n'est pas muselé, quand on n'est pas muselé, on pose des questions Oui, différentes qui font pas nécessairement partie des questions qui sont mises sur la table. On voit des angles morts parce qu'on a une expérience qui est autre. Euh, et puis, on est des bons vecteurs ou des bons agents pour pouvoir créer des ponts entre les données puis l'humain. Alors, en quelque part, je dis toujours à mes copines, j'ai gardé contact avec mes copines en travail social. Puis, tu sais, si je pouvais, j'aurais un tatou, en fait, de ça, parce que tu pourras jamais l'enlever en moi. C'est quelque chose que j'ai porté en moi avant même de le pratiquer. Puis, en fait, dans un monde où est-ce que tout le monde dit la même chose, la façon de penser, cette façon de penser-là, ce trait-là, c'est un super pouvoir. Puis je me souviens très bien que, juste pour donner un peu, pas d'espoir, mais un peu de perspective, c'est que quand j'ai commencé, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui étaient hyper généreuses, mais un homme en particulier, puis on parle souvent d'hommes blancs et tout, mais faut aussi se rappeler on a des alliés qui sont solides, qui sont à travers ces hommes blancs-là,
un homme en particulier qui était dans le domaine. On s'est rencontrés par hasard dans un lancement d'agence. Puis lui, il avait, parlant de profil atypique, il avait un bac en philosophie qu'il n'avait pas terminé. Euh, Puis il travaillait dans une agence numérique qui est l'une des plus respectées à Montréal. Puis lui, ce qu'il faisait, c'est que quand j'étais avec mon discours réaliste, puis je me questionnais, mais j'étais défaitiste, de façon, en utilisant la philosophie, il utilisait toujours une pensée, il remettait toujours en question mes pensées réductrices. En fait, ce qui était caché en arrière de ça, c'est comme, t'as ta place. Oui, t'as pas un parcours typique, mais tu peux vraiment arriver à passer au travers de ça, puis tu vas trouver ta place. Il faut juste que tu trouves les bonnes personnes qui vont pouvoir te soutenir. En fait, lui, il a été le tremplin parce que j'ai voulu à 2 reprises quitter. Alors, pour revenir à ta question, mon conseil pour quelqu'un qui veut entrer dans cet univers-là, c'est de pas avoir peur. Ça peut avoir l'air épeurant en premier, surtout qu'on trouve pas nécessairement sa place, mais euh, faut pas avoir peur d'être la personne qui pense autrement. C'est sûr qu'il faut se positionner de façon stratégique, c'est sûr qu'il faut trouver des alliés, mais c'est des choses qui s'apprennent. La créativité ou le parcours haute, ça a sa valeur. Puis le conseil, c'est de trouver les gens qui vont pouvoir reconnaître ça, les gens qui vont pas vous réprimer, les personnes qui pensent le faire. Trouver un espace où est-ce que c'est comme c'est safe, un espace où est-ce qu'ils peuvent s'exprimer, puis surtout rester curieux, connectés, faire confiance à leur instinct aussi, parce que des fois, le corps, il y a une petite voix à l'intérieur qui dit, OK, continue, continue et t'arrêtes pas, en fait. Ouais, ouais, absolument. Puis ça, c'est un excellent conseil à donner, surtout aux jeunes auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que dans n'importe quel milieu de travail, que ce soit marketing, digital, ou numérique ou autre, Mhm, trouver des alliés quand on commence à travailler, puis tisser ses relations avec les gens est très, très important, que ce soit avec un manager, que ce soit avec les gens dans ton équipe, mais aussi d'autres personnes dans la compagnie, est très important parce que ça peut nous aider aussi à, à avoir d'autres perspectives qu'on va peut-être pas avoir. Tu sais, quand on travaille dans une compagnie, on est nouveau, surtout au début, quand on est nouveau, peut-être on connaît pas la culture, on connaît pas plein d'aspects. Puis ça, c'est très important pour aider à propulser la personne dès le début. absolument. Salut les cuties! Vous savez que QueerChat, c'est plus que ce podcast. Nous avons 3 programmes encore pour vous aider à bâtir votre carrière dans la tech. Cutie Accès accompagne les professionnels de la LGBTQ dans leur entrée dans l'industrie tech. Cutie Leader soutient les talents expérimentés pour accélérer leur progression et Cutie Fondateur, fondatrice un accélérateur pour les entrepreneurs queer en début de parcours. Nous organisons aussi les QT Connect Meetup chaque trimestre à Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary, Ottawa et Halifax. Et bien sûr, QTQ, la plus grande conférence tech de la LGBTQIA+, au Canada. Prêt à vous connecter? Rejoignez notre communauté dès maintenant sur queertech.org. Allez, retour à l'épisode. Toi, tu travailles à l'intersection, tu sais, de la créativité, tu parles beaucoup de changement systémique, pensée systémique quand on fait, puis beaucoup d'auditeurs, ils se demandent, tu sais, comme, comment je ferais ça avec mon manager, par exemple, tu sais, si je veux vraiment tisser ces relations. Puis toi, de ton côté, comment tu vas décrire un peu ton style de leadership, puis, tu sais, comment tu conseillerais un peu aux gens d'approcher aussi leur manager quand ils ont des idées que peut-être ça peut être musé par la compagnie, mais ça peut aussi passer. Tout dépend comment on va la présenter, comment on va l'approcher aux gens. Ça parle-nous un peu de ton style de leadership, puis comment tu as réussi, un peu peut-être si tu as une anecdote ou un exemple de comment une idée, tu as réussi à la passer aussi au sein de la compagnie. Absolument. Je te dirais, je sais pas si c'est un style de leadership autant que c'est une façon d'être. Euh, je veux dire, moi, je suis une personne qui est guidée par l'écoute, comme. Alors, je veux savoir qu'est-ce que tout le monde pense. Je pense pas que je suis la, l'experte dans tous les domaines. Bon, j'ai quelques années d'expérience, mais je veux dire, je suis toujours guidée par l'écoute parce que c'est à ce moment-là que je peux découvrir des choses intéressantes. Euh, je suis également guidée par, tu sais, de prendre le temps de pouvoir clarifier
l'intention qu'on approche soit une stratégie de marketing pour un client. Je suis toujours comme, OK, quelle est l'intention du client? Quelle est notre intention par rapport à ça? Puis, je suis stimulée par toujours avoir des espaces où est-ce que, tu sais, où est-ce que les gens peuvent se permettre, comme un sandbox, un carré de sable, tu sais, où est-ce que les idées Ouais, inattendues elles peuvent émerger. Tu sais, moi, je veux créer cet espace-là où est-ce que, tu sais, n'importe qui peut s'exprimer, puis il y a comme un beau brainstorm, puis là, on prend le temps de pouvoir prioriser, puis voir qu'est-ce qu'on veut tirer de ça. Je crois beaucoup à l'intelligence collective. Je pense que c'est la somme de tous les partis qui nous donne la force d'avancer comme tel. C'est drôle parce que je me suis approprié le terme créative encore. ouais. Je me le suis Mhm. approprié parce que on me l'a dit souvent. Comme des fois, c'est pas comme si tu lis différents types de leadership, puis là tu choisis ce que t'es, mais en fait, un peu comme les alliés, c'est tu peux pas être self-proclaimed, tu deviens Ouais, une personne qui l'est parce que c'est comme ça que les gens te reflètent qui tu es. Puis ouais, cette espèce de forme créative, ouais. c'est très motivé. Ce qui soutient ça, c'est au niveau des expériences, au niveau de l'émotion. Tu me disais plutôt, c'est quoi un exemple que tu peux me donner? Je travaillais sur un projet où est-ce que je lidais le projet, puis on avait des rôles qui n'étaient pas hyper bien définis parce que c'était un projet quand même assez, en même temps que c'était complexe, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant. Puis moi, je suis pas l'experte, mais je devais comme l'idée ce projet qui se trouvait dans l'espace du metaverse. Alors, je travaillais avec une analyste qui était très junior. Puis, tu sais, des fois, on rentre dans des rôles qui sont spécifiques. Puis, Mhm. moi, ce que je voulais, c'est qu'elle amène sur la table, tu sais, toute cette nouvelle pensée, ce qui se passe avec les Gen Z en même temps que, tu sais, comment est-ce qu'elle voit ça. Puis, je me suis même pas rendu compte que elle se définissait pas comme lesbienne ou straight, mais il y avait comme une fluidité. Fait que je voulais amener tout ça sur la table. Fait que j'ai comme créé cet espace-là. Puis elle m'en a donné un tout petit peu. Puis je te dirais que en ayant cet espace safe-là, quand on rencontrait le client, elle nous a comme tous surpris en crayonnant, je dirais en cachette, parce qu'il y avait un tableau dans le bureau. Elle était en train de dessiner, puis pendant qu'on parlait, puis qu'on essayait de, de résoudre un problème par rapport à comme quelle approche qu'on va prendre, de quoi ça va avoir l'air. Puis elle a attendu le moment parfait, puis elle a commencé à parler. On s'est tous retournés. Puis là, on a vu un tableau qui s'est fait sans même voir que ça s'était fait. Elle l'a retourné. Puis là, elle nous a expliqué comment elle voyait ça. Puis ça, c'était comme un moment, wow. Puis si elle n'avait pas eu cet espace pour pouvoir, tu sais, si on l'avait pas comme ramp up, puis on l'avait pas aidé à sentir à l'aise, lui dire de s'exprimer un peu plus, pas de la pression, mais de ta place ici. Puis oui, t'as pas besoin d'avoir 10 années d'expérience pour pouvoir amener quelque chose. Elle a amené son expérience de Gen Z, elle a amené son esprit créatif parce qu'elle est très créative. Il y a comme le functional, puis il y a le business. Elle était au croisement entre les deux, puis ça nous a donné quelque chose où il y avait des tensions dans cette salle-là, puis les tensions sont tombées, puis le client a dit, Ouais. c'est ça que je voulais. J'aime beaucoup cette histoire parce que tu sais, tu parles de ton côté de leader, puis du groupe aussi de créer cet espace. Mais moi, je pense à cette personne aussi, euh, puisque ça me dit, c'est que elle a aussi un sens de l'initiative, de la créativité aussi, au lieu juste d'expliquer quelque chose. Après un moment de dessiner, puis tu prends l'initiative de faire ça. Oui. Euh, puis c'est un bon moment de voir les gens euh, tester des choses. Puis ça, c'est important au sein des compagnies, surtout dans les grandes, tu sais, dans les grandes compagnies. Mhm. Si on veut se créer une place, il faut vraiment se démarquer de manière intelligente. Et ça, c'est un beau exemple d'une personne jeune que peut-être n'a pas beaucoup d'expérience encore junior, mais a pensé un peu outside the box, comme on dit en anglais, puis Absolument. a créé ça. Absolument. C'est très beau. C'est très, très, très beau à voir parce que comment est-ce que tu désarçonnes un client qui est pas content? Oui, exact. Tu lui montres visuellement de quoi va avoir l'air son produit. J'avais pas pensé à ça. Puis créative, right? Ça, on peut toujours faire une deck, on crée des choses dans la présentation, tu fais des choses que tout le monde fait.
Ça marche des fois, ça marche pas des fois, mais trouver toute une manière de désamorcer le client, puis ça les met dans un côté de oh, ça c'est nouveau, j'ai pas vu ça, puis ils oublient un peu tout ça, puis ils essaient de comprendre ce qui se passe. Très bon exemple. Puis tu sais, les partenariats collaboratifs sont très difficiles aussi. Tu sais, on parle un peu de comment on pourrait les faire aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore de plus en plus de pression, il y a l'incertitude économique, il y a beaucoup de choses. Les gestionnaires dans les compagnies ont, ont plein dans leur assiette là, avec tout ce qui se passe. Tu sais, quand tu parles un peu de ton côté là, dans le travail que tu fais avec les OBNL, Mhm. quel type de conseils tu donnerais aux gens pour essayer de créer cette collaboration entre, que ce soit Accenture ou d'autres, tu sais, dans les grandes compagnies avec qui ils travaillent et ces organisations qui essaient aussi d'impliquer le monde? Avec le moment ou le temps incertain qu'on vit présentement, je pense que c'est important, puis ça, je le voyais pas très clairement avant, mais là maintenant c'est plus clair. C'est important que les organismes, ils puissent trouver, premièrement, ils soient clairs, comme ces organisations-là sont, ça fait un bout de temps qu'ils sont dans la communauté, ils sont clairs par rapport à leur mission, ils sont clairs par rapport à leur audience, puis ils sont clairs par rapport à la portée de ce qu'ils veulent faire, puis où est-ce que Accenture peut aider, c'est en fait de pouvoir mettre la technologie au service de l'organisation, tu sais, voir comment, des fois la technologie, c'est comme ça permet de faire les choses plus rapidement, de façon plus efficace. Fait que, d'une part, il y a ça, mais d'autre part, pour pouvoir pas perdre trop de temps, c'est de voir comment aligner leur propre mission, comme voir comment ces différentes organisations-là, corporations-là, alignent leurs propres objectifs avec les organismes à but non lucratif. Donc, c'est pas de lancer son filet dans la mer, mais c'est de trouver un endroit particulièrement où, si c'est de l'eau douce, c'est de l'eau douce, si c'est de l'eau salée, c'est de l'eau salée, mais à ce moment-là, essayer de trouver comme le type d'écosystème, le type d'organisme qui t'intéresse pour pouvoir comme avoir des efforts qui fassent du sens. Moi, c'est ça que je me suis rendu compte. Il faut que ça s'aligne. Tu peux pas forcer les choses. Fait que ça, c'est le conseil que je donnerais à haut niveau pour les organismes qui voudraient avoir ce type de partenariat-là. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Puis on voit l'impact quand la mission de l'organisation est aussi alignée avec la mission du projet, des partenaires avec qui on a. Je pense que cette collaboration peut prendre différents types de collaboration. Tu sais, Mhm, dans l'OBNL, on pense beaucoup aux finances, mais je pense qu'il y a plusieurs autres aspects. On l'a déjà prouvé avec Accenture. Tu sais, quand on travaille, on a fait des projets avec des bénévoles pour notre rapport. On a fait du pro bono, tu sais, pour notre plan stratégique. C'est beaucoup de choses qu'on peut activer aussi et créer ces relations entre le monde communautaire et les organisations qui n'est pas toujours basé sur les finances. On sait que c'est important, les finances, et ces partenaires financiers sont importants, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'aspects quand il y a cet alignement à aller chercher ces collaborations. absolument. Puis il faut garder aussi en tête que c'est comme un mariage ou bien ça peut être comme une amitié à long terme. Au début, bon, c'est d'apprendre, de comprendre, puis d'essayer de voir s'il peut y avoir un petit projet qui peut commencer. Ça peut être une discussion ou ça peut avoir comme des mentors ou bien, tu sais, organiser des activités pour mieux se connaître. Moi, ce que j'ai compris aussi, c'est comme surtout à l'interne, c'est qu'on peut pas nécessairement commencer en gros, tranquillement, on bâtit la relation, puis, tu sais, on apprend à se connaître un peu plus. Je pense pas qu'un site web peut montrer, le site web d'une OBNL peut montrer tout ce que l'OBNL fait, même si toute l'information est là, on s'entend qu'il y a aussi des opportunités qui peuvent se créer plus tard. Il y a, tu sais, alors, c'est ça. Moi, je dirais, faut commencer petit, puis à ce moment-là, grandir un peu comme QueerTech l'a fait, en fait. Ouais, ouais, absolument. On a une couple de questions avant de terminer un peu notre conversation aujourd'hui. Mhm. Moi, je vais passer un peu, tu sais, toi, tu es en dehors d'Accenture encore et de ton rôle de gestionnaire marketing numérique. Euh, Ça fait longtemps que tu es impliqué dans le communautaire. On s'est rencontrés à travers le communautaire depuis très longtemps. Tu as fondé le chapitre montréalais de Lesbian Who Tech dans le temps. Tu as soutenu aussi le Women in Tech Manifesto et tu as fait beaucoup d'initiatives communautaires en général. Qu'est-ce qui t'inspire personnellement dans ce travail et comment cela influence ta manière
d'être et de diriger en l'espace professionnel où tu opères? Ouais, ben, en dehors de mon rôle d'Accenture, c'est sûr que j'ai toujours été engagée dans dans la construction communautaire, je dirais, étant donné que de façon, puis c'est un gros mot que j'utilise, de façon égoïste, je répondais à mon besoin à moi qui était de pouvoir créer des liens avec des personnes, ce qui a toujours fait que, je veux dire, on me connaît depuis Lesbians Who Tech, puis le Women in Tech Manifesto, mais je l'ai fait d'autres choses dans le passé avec ce qu'on appelle la coalition Multimundo, qui était des différents organismes à but non lucratif qui étaient queer, mais qui touchaient différentes cultures différentes, comme par exemple, il y avait GLAM dans le temps, gay, lesbienne, Asian Montreal. Il y avait des organismes qui étaient plus centrés sur les personnes du Moyen-Orient, les femmes du Moyen-Orient qui étaient queer, un organisme qui était euh, spécifique lesbienne, mais afro-descendante. Fait que, tu sais, j'ai toujours été impliquée, puis ça commençait toujours par moi, en fait. Ça commençait par, OK, ah, je suis une femme lesbienne noire, je me sens comme isolée, alors, à ce moment-là, je vais trouver d'autres femmes noires, lesbiennes, puis là, on part une organisation. Alors, ça a toujours été quelque chose que j'ai fait. Pour moi, je suis partie de moi. C'est la plus grande force que j'avais. J'ai aussi un baccalauréat en études féministes. Donc, c'est ça. Pour moi, très jeune, j'ai eu cet éveil par rapport au système qui est patriarcale. Alors, grosso modo, c'est des choses je suis partie de moi, je suis partie de ce qui m'inspirait, puis j'ai voulu, une fois que j'ai eu la colonne vertébrale assez solide, ben, j'ai voulu créer des espaces sécuritaires que moi, j'ai pas nécessairement eu. Puis j'ai voulu entendre d'autres voix j'ai voulu entendre d'autres personnes qui étaient marginalisées parce que je trouvais qu'il y avait tellement de belles histoires, puis il y avait tellement de, tu sais, je voulais célébrer ces voix-là. Ouais, ouais, absolument. Puis quand je t'écoute raconter ça, puis on s'est rencontrés à travers le communautaire, puis ça me parle beaucoup. C'est Mhm. là où notre amitié, notre parcours s'intersectent beaucoup. Oui. Puis je suis d'accord avec toi que tu sais, c'est la même chose pour moi que, tu sais, fonder QueerTech est venu d'un sentiment de manque d'appartenance dans le secteur technologie. Où est-ce qu'elle est ma communauté? Pourquoi ils ne sont pas représentés dans ces salles-là où je suis présent? Mhm. Euh, et aujourd'hui, je pense que c'est plus important que jamais de trouver sa communauté. Je pense qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup de gens qui peuvent se sentir isolés et trouver sa communauté, trouver une communauté où on peut appartenir est très, très important. Et je pense que ça, c'est un très beau conseil. Absolument. Ma dernière question, c'est pour clôturer un peu notre conversation. Est-ce que tu as des conseils pour nos auditeurs, surtout les jeunes auditeurs? Tu sais, surtout maintenant, il y a beaucoup de personnes qui essaient de commencer leur carrière dans un contexte économique très difficile. Euh, Qu'est-ce que tu leur conseilles pour entrer, débuter leur carrière? Ouais, ouais, ouais. Ben, les jeunes, les conseils que je me serais donnés quand je pense toujours en rétrospect. Tu sais, si je pense aux conseils, c'est toujours le même en fait. Puis je me rends compte que c'est quelque chose qui, je dis en rétrospect parce que c'est des choses que, tu sais, à chaque année, je fais le bilan de ce qui s'est passé et tout. Puis, ce que je me rends compte avec les années, c'est que le seul conseil que je peux donner, c'est toujours la même chose. C'est toujours écouter sa voix intérieure. C'est con à dire, mais le corps est fait de façon à nous parler de différentes façons. D'ailleurs, je lisais un livre qui disait, Ouais, genre, the body keeps the score, Le corps garde un enregistrement ou garde ouais, notre histoire, en fait. Alors, écouter sa voix intérieure, faire confiance à son instinct. On est à la base des animaux. Alors, tu sais, on sent le danger, on sait pas, mais on sent les bonnes personnes aussi qui sont autour de nous, puis tu sais, on est fait comme ça. Alors, on a tous une raison d'être, puis même si on le comprend pas toujours tout de suite, notre corps, l'univers, peu importe comment on appelle ça nous envoie toujours des signes, des réponses, des gens, des opportunités. Je parlais plutôt
cette personne que j'ai rencontrée à chaque fois, j'étais comme, non, je peux pas faire ça. Mais pourquoi tu peux pas faire ça? Mais parce que ça, Ouais. vraiment, qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce que quelqu'un t'a dit ça? Fait que c'est comme, tu sais, des gens qui sont mis sur notre On crée des passage, barrières dans notre comme ça tête, dans notre tête. nos Oui, limites, exact. nos limites. Des fois, c'est nos parents qui nous ont mis ces barrières-là. Des fois, c'est même pas nos parents. Ou des fois, c'est un commentaire qu'on a La entendu. société, c'est le contexte où on est. T'es une personne de couleur, t'es une personne noire. Exact, Tu vois pas les rôles exact, modèles, tu vois pas les modèles devant. On se dit, je pourrais jamais atteindre ça. Je me crée cette barrière et je me cache exactement, derrière. exactement. C'est pour ça aussi, quand on revient à la question des personnes qui créent les organismes non lucratifs, c'est pour leurs propres besoins. Je regarde tous les gens qui ont créé les différents mouvements, que ce soit à Stonewall et tout ça. Tu sais, on oublie beaucoup que Stonewall, c'est dû à des trans, des personnes trans qui avaient rien Ouais, à perdre, qui ont levé la voix. Beaucoup de personnes de couleur, beaucoup de personnes de Premières Nations, beaucoup tu sais, dans la communauté lesbienne et butch. Tu sais, c'est ouais, des gens qui ouais, peuvent pas cacher leur identité, qui vont en ouais, front, qui vont au front. Donc, moi, je dirais, le seul conseil, c'est d'écouter cette voix. Puis si vous l'entendez pas, ben, prendre toutes qu'est-ce qui est nécessaire, soit de méditer ou bien soit de prendre du ouais, recul ou de parler à des personnes de confiance pour pouvoir comme, tu sais, faire de la place à cette voix-là parce qu'elle est là. Alors, mon conseil, c'est de s'écouter, de se faire confiance ouais, parce que la voie, en fait, elle est déjà tracée. Alors, c'est le conseil absolument. que je donnerais, bon, je peux pas arriver, je peux pas faire mon diplôme, ben non, tu peux faire ton diplôme, c'est comme ça se peut qu'il faut que Ouais, tu prennes ouais, des parcours qui soient pas traditionnels, parce qu'on sait très bien qu'encore là, dans le traditionnel, je vais insister, parce que c'est ta dernière question, elle est très importante. Il y a quelqu'un qui me disait quand j'étais jeune, 40% de personnes étudient un domaine puis travaillent dans un autre domaine. Alors, tu sais, il y a cette voix qui te dit, je veux faire quelque chose, il faut juste la suivre, puis ouais, trouver absolument. éventuellement la façon de pouvoir percer. Fait que c'est le conseil que je donnerais. Très beau conseil. Merci beaucoup. Rachel Jean-Pierre, merci beaucoup d'être avec nous encore aujourd'hui et de la conversation. Et on se reprend très bientôt. Ça m'a fait plaisir. N'importe quand, Naoufel, n'importe quand. Merci d'avoir écouté cet épisode de QT Podcast. Rendre l'écosystème technologique plus queer est une mission d'envergure et nous sommes reconnaissants de vous avoir à nos côtés. Cet épisode est produit par Lauren Hicks, mixé par Naomi Silver-Vezina et animé par moi-même, Nofel Testaoni. Un immense merci au Fonds des médias du Canada pour son soutien à cette saison. Inspirés et motivés, aidez-nous à faire entendre notre voix auprès de plus de professionnels queer de la tech. Abonnez-vous à notre émission, laissez-nous une excellente note ou écrivez-nous un avis. À bientôt et continuez à queerer l'écosystème tech.